On tente de comprendre ce qui se passe à gauche sur LCI après les pressions de Manuel Valls et le recadrage ce matin de François Hollande en Conseil des ministres. Il y a un instant, Olivia Grégoire interpellait Alexis Bachelet sur notre plateau. On le rappelle, Alexis Bachelet, vous soutenez en tout cas Benoît Hamon puisque vous êtes son porte-parole lors de cette primaire de la gauche. Alors, est-ce qu'il est cohérent, votre candidat, en disant d'un côté, François Hollande est le plus légitime dans cette primaire et de l'autre, je vais le battre ? Non, il n'a pas dit est le plus légitime dans cette primaire. Il a dit qu'il était plus légitime que Manuel Valls pour incarner la gauche gouvernementale, c'est-à-dire le bilan des 4 années. Et après, s'il y a une primaire de la gauche, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de candidat plus légitime ou plus naturel que les autres. Sinon, il ne fallait pas organiser des primaires. À partir du moment où il y a une primaire et qu'il y a un certain nombre de conditions à remplir pour être candidat, Benoît Hamon est sur le point de les remplir, donc il sera probablement un des candidats de cette primaire, et donc évidemment que s'il s'engage dans cette primaire, et si François Hollande s'y engage aussi, c'est qu'il pense être en capacité de battre François Hollande dans le cadre de la primaire, et c'est les électeurs qui le décideront, et de battre les autres candidats, puisqu'il y aura probablement plusieurs autres candidatures. Donc voilà, il a dit les choses de façon assez simple, assez franche, c'est son habitude, et je trouve que pour le coup, il n'y a pas de contradiction. Alors on peut essayer de chercher des sous-titres, mais moi je trouve que c'est très clair, et d'ailleurs, on l'a toujours dit, avec Benoît Hamon, pour nous, la primaire, elle ne sert pas à faire le procès ni du quinquennat, ni de François Hollande. Elle sert à se tourner vers l'avenir et à proposer pour 2017 de nouvelles idées et un nouveau projet. Alors, ce qui aurait pu servir à ça, c'était le congrès de Poitiers. Parce que là, on est en train de se noyer. Non, mais tout le monde fait comme si les primaires, c'était un renouveau démocratique. C'est les Français qui tranchent quand même. Hein. Non, mais pardon, on fait comme si... Mais oui, c'est les Français qui tranchent. Je voudrais voir le taux de participation à la primaire de gauche, vu le niveau de décrédibilisation. On verra ça au mois de juillet. Justement, la primaire... Mais c'est pas anodin, pardon, parce que mécaniquement, les primaires transforment les choses en concours de beauté, parce que Benoît Hamon considère que lui, en tant que personne, est plus légitime à battre François Hollande ou Manuel Valls, c'est son droit. Peut-être, pourquoi pas, mais le sujet, c'est quand même le fond. Le sujet, c'est quand même les Français, ce sont les électeurs. On est en train de parler que d'eux, mais pendant ce temps-là, on ne parle jamais de la France. Quand je vous dis qu'il y avait quand même ce congrès du Parti Socialiste, si le Parti Socialiste a envie d'adopter une ligne sociale libérale ou une ligne plus à gauche, ou il l'appelle comme il veut, mais que ce travail-là de clarification idéologique soit fait, ça n'a pas été le cas. Les motions, elles ne se sont pas affrontées sur des bases claires. Alors, je suis désolé, mais dans une démocratie représentative, une démocratie fonctionne quand il y a des institutions représentative en état de marche. Parce qu'on part à l'Assemblée nationale. Justement, le président du comité d'organisation de cette primaire à gauche est avec nous sur LCI à l'Assemblée nationale avec Frédéric Delpech. Oui, Christophe Borgel avec nous en direct sur LCI depuis l'Assemblée. Alors Christophe Borgel, vous organisez la primaire au sein du PS, mais cette primaire visiblement est très contestée. On entend de plus en plus de voix à gauche et au PS pour dire qu'après tout, François Hollande pourrait être candidat en dehors de cette primaire, car il y a déjà beaucoup d'autres candidats qui sont en dehors de la primaire, Mélenchon, Sylvia Pinel par exemple. La question pour la gauche à la veille de cette élection présidentielle, c'est est-ce qu'elle arrive au premier tour morcelée, divisée, éparpillée, avec comme conséquence la certitude de l'élimination. Et donc de laisser comme choix aux Français, lors du second tour de l'élection présidentielle, la brutalité du programme de François Fillon ou l'exclusion de l'autre, contenue dans le programme de Mme Le Pen. Pour se rassembler, il faut faire confiance au peuple de gauche. Il faut faire confiance aux électrices, aux électeurs du camp du progrès. Ce qu'a fait la droite à la fin du mois de novembre, avec un succès 4 millions de votants. Alors, le problème n'est pas de savoir si tel ou tel acteur d'un appareil a décidé qu'il était plus important que le vote populaire. Le problème est de savoir si nous pouvons, avec ceux qui le souhaitent, réussir cette primaire. Il y a aujourd'hui l'ensemble des socialistes, puisque nous l'avons décidé de faire une primaire. Il y a des écologistes, il y a des démocrates qui viennent du centre-gauche, il y a des syndicalistes, des responsables associatifs à travers la belle Alliance populaire. Et je suis convaincu que fin janvier, nous aurons le succès populaire qu'a eu la droite à la fin du mois de novembre. On attend une déclaration peut-être imminente de François Hollande. Pour vous, il est inconcevable que le président soit candidat en dehors de la primaire? Pour moi, il y a une primaire, tout le monde l'a accepté, et il est inconcevable qu'on puisse imaginer que le rassemblement de la gauche puisse se faire en dehors des primaires citoyennes. Et j'ai entendu le premier secrétaire du Parti socialiste hier s'exprimer lors de la présentation
des éléments de projet du Parti socialiste pour l'élection présidentielle. Et il a dit sa conviction, en cas de candidature du président de la République, ça se ferait à travers la primaire. Et on avait ce matin un comité national d'organisation de la primaire. Tout le monde était autour de la table, les différents partis, les représentants des candidats déclarés, de ceux qui pourraient l'être. Et nous avons aujourd'hui près de 8000 bureaux de vote déjà organisés. Donc les choses ont pris forme. Je ne crois pas qu'il soit envisageable d'abandonner la primaire. Imaginez nos électeurs qui ont vu la droite se mobiliser par millions, les files d'attente devant les bureaux de vote, à qui on dirait, ben non, finalement, on a dit qu'on allait vous demander votre avis et on ne vous le demande pas. Vous imaginez ce que ça voudrait dire comme message de la part des formations politiques qui ont pris cet engagement ? Ça veut dire donc que vous garantissez, ça c'est aussi une des questions, une des interrogations de certains candidats à cette primaire, vous garantissez suffisamment de bureaux de vote, suffisamment de débats entre les candidats. Il y aura donc, vous le dites, au moins 8000 bureaux de vote. Oui, on en a, mais tout le monde le sait. Vous savez, certains font des déclarations sachant pertinemment que leurs déclarations sur le fait qu'il y aura peu de bureaux de vote correspondent à aucune réalité. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 7700, 7800 bureaux de vote actés et on continue à travailler département par département à l'intérieur du comité national d'organisation pour compléter les cartes là où tel ou tel estime qu'on manque de bureaux de vote pour assurer une proximité pour tous les électeurs. Il y aura bien sûr des débats. Qui peut imaginer une confrontation dans laquelle on demande leur avis aux électeurs sans débat entre les candidats. Et il faut maintenant que tout le monde se retrousse les manches. Et c'est ma responsabilité. Ma responsabilité n'est pas de soutenir tel ou tel, mais elle est de faire en sorte, comme animateur de cette primaire, elle soit réussie, qu'on ait des bureaux de vote, qu'on ait de l'équité entre les candidats, qu'on ait un débat respectueux aussi. Et croyez-moi, Thomas Clé, le président de la Haute Autorité éthique des primaires citoyennes, y veille. C'est ça notre responsabilité. Et si fin janvier, la mobilisation des électeurs de gauche est au rendez-vous, croyez-moi, la dynamique sera là et c'est une toute autre présidentielle qui commencera à ce moment-là. Merci Christophe Borgel qui organise donc la primaire du PS en direct avec nous de l'Assemblée. Merci beaucoup Frédéric Delpech. Alexis Bachelet, donc on l'a compris, il y aura une primaire à gauche. Ça, c'est incontestable. Avec ou sans François Hollande, c'est la question, on va y revenir. Mais Christophe Borgel le disait, cette primaire, c'est pour éviter que la gauche soit divisée, qu'on ait un candidat. Mais elle est déjà divisée, la gauche. Il y a 6 candidats à la présidentielle avant même le début de la primaire. Oui, mais enfin, il ne vous a pas échappé que dans la dispersion à gauche, il y avait quand même une grande formation politique avec d'autres partis qui ont formé la belle Alliance populaire pour proposer aux Français de choisir leur candidat, celui qui sera le candidat des socialistes, des écologistes, des démocrates et des gens aussi de la société civile qui pourront, parce que c'est ça le but de la primaire, c'est justement pas un accord entre des partis, c'est ni de l'autoproclamation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui s'autoproclament représentants du peuple, c'est ni un accord entre des appareils politiques, c'est l'ouverture de bureaux de vote, il y en aura 8000, pour permettre à nos concitoyens de venir le dimanche choisir celui ou celle qui portera le mieux leurs aspirations pour la France. C'est ça l'objectif de la primaire, c'est pas autre chose. Alors évidemment, je sais bien, non mais je suis obligé de le répéter parce que en mesure d'atteindre cet objectif. Sans arrêt les rivalités de personnes, les querelles de personnes, les divisions. Il y a des divisions, il y a des querelles de personnes, mais il y a aussi un beau débat démocratique à venir. Et moi, je ne veux pas qu'on passe à côté de ça et qu'on donne l'impression qu'on est uniquement dans des préoccupations individuelles, alors qu'en fait, l'objectif, c'est des enjeux Là, on collectifs. le voit, les candidats à cette primaire. Juste avant, on avait vu les candidats déclarés à la présidentielle. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous admettez que c'est, pour le moins, très flou pour les citoyens ? On vient de sortir d'une primaire de la droite, tout était très, très clair. Il y avait 7 candidats à la primaire et il fallait départager les 7. Alors que là, plus flou, et peut-être vous aurez un avis là-dessus aussi, c'est quand on regarde l'autre tableau, pas celui qu'on a là sous les yeux, mais sur ceux qui sont candidats à la présidentielle hors primaire, on peut raisonnablement penser qu'il y a eu des arrangements politiques, parce que Sylvia Pinel, pour le PRG, décide d'être candidat indépendante, ça évoque quand même furieusement un accord avec l'Élysée. Le même raisonnement, dans une bien moindre mesure, mais la question reste quand même au moins possible sur un plan théorique, pourrait valoir pour Yannick Jadot. Donc est-ce que
Non, mais vous voyez bien que vous êtes face à une opération de déstabilisation, de décrédibilisation de la primaire. Donc je suis d'accord avec vous qu'il y ait un beau débat, pour reprendre votre expression, ce serait parfait, mais on en est tellement loin. Décrédibilisation de la primaire, c'est intéressant, parce que Sylvia Pinel, justement, était l'invitée de France Info ce matin, et visiblement, elle n'est pas vraiment pour que François Hollande se présente à cette primaire. Écoutez. Contre. Sylvia Pinel, donc ce matin sur France Info, qui disait que François Hollande, s'il venait à passer par la primaire, eh bien ça le décrédibiliserait pas mal. Écoutez. Le président de la République sortant devrait descendre dans l'arène d'une primaire et aller débattre avec les uns ou les autres, qui pour la plupart ont d'ailleurs été leurs ministres. Je trouve que ça n'était pas digne, à la hauteur du président de la République. À un moment donné, le président de la République a souhaité lui-même ces primaires pour se relégitimer, disait-on. Bien, aujourd'hui, cela a créé une multiplicité de candidatures et finalement a semé les germes de la division. Donc l'erreur initiale, c'est ce que nous disions à l'époque en juin, quand le Parti socialiste a fait cette annonce, que c'était une erreur. Jean-Sébastien Fréjou. Je pense que Mme Pinel a profondément raison. L'esprit de la primaire pour un président sortant, c'est profondément contraire à l'élection présidentielle. Parce qu'il faut quand même le rappeler, le premier tour de l'élection présidentielle, c'est pas le deuxième tour d'une primaire, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Donc s'il y a des candidats qui veulent y aller en candidat dissident, mais qu'ils se présentent au premier tour de l'élection présidentielle. Tout le monde a renoncé à battre le Front National, donc en quelque sorte, on privatise les élections. Mais à ce compte-là, ça sera quoi l'étape d'après? Ça sera que l'élection présidentielle, on dira, puisqu'il y a le FN à la vraie présidentielle, le candidat sera désigné dans un duel entre la primaire de gauche et la primaire de droite. Enfin, c'est parfaitement absurde. Mais donc, Mme Pinel a raison sur le sens des institutions, mais quand je vous disais que tout à l'heure, François Hollande n'est qu'un tacticien, pourquoi il les a acceptées, ces primaires? Il faut se remettre dans le contexte du mois de juin. Pourquoi? Il les a acceptées parce qu'à l'époque, on nous expliquait que c'était un gage donné aux frondeurs et que ça permettrait de sortir du conflit sur la loi travail pour les calmer, pour qu'ils acceptent le 49.3 et que c'était juste. Et c'est ça, François Hollande, c'est ça. C'est une succession de petits calculs. Donc ce petit calcul a peut-être marché pour effectivement que nous sortions du conflit sur la loi travail, mais enfin derrière, c'est là où je vous dis qu'il n'a aucune stratégie, que des tactiques. Mais maintenant, on est dans la stratégie, enfin en tout cas dans l'absence de stratégie, et il paye un président. Vous imaginez un président de la République qui passerait 4 mois en étant uniquement le candidat d'une fraction d'un parti qui est lui-même en 5e position dans les sondages. Pour vous, il n'y va pas donc? Je ne suis pas certain qu'il y aille, non, parce qu'effectivement, il va tellement s'abîmer s'il y va, qu'après, effectivement, dans les deux cas, il s'abîme parce qu'il en a pris l'engagement. Il en a pris l'engagement, ça reste un peu flou, hein, ça n'a jamais été très très clair. Oui, mais c'est ce que les Français en avaient compris, mais le résultat produit est le même. On peut jouer sur les mots, mais la perception sera la même. On peut avoir le raisonnement strictement inverse de celui de Mme Pinel. Mme Pinel dit il ne faut pas que le président vienne dans la primaire parce que c'est ça qui va créer de la division. Or, moi, je prétends que la primaire, elle va au contraire créer du rassemblement, puisqu'à l'issue des primaires, il n'y aura plus qu'un candidat dans ceux qui auront accepté de concourir, et que Mme Pinel serait bien fondée de s'appliquer le raisonnement qu'elle voudrait appliquer à la primaire à elle-même. C'est-à-dire qu'elle-même, en étant candidate, rajoute de la division à l'extérieur de la primaire, et donc c'est ça qui crée de la confusion. C'est pas la primaire qui va créer de la confusion. La primaire, excusez-moi de vous le dire... Elle disait la stature d'un président de la République. Oui, non, ça c'est l'autre chose, c'est l'autre partie de ce qu'elle disait. Mais c'est le vrai raisonnement. Non, mais non, je ne suis pas d'accord. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec ça pour une raison simple. C'est qu'on est passé dans une logique politique, une culture politique nouvelle. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de primaire en France. Il n'y a pas de primaire, ni à droite ni à gauche. La gauche, aux États-Unis, le président sortant repasse par des primaires. Mais M. Bachelet, le président sortant, il repasse par des primaires. Déjà, c'est relativement faux quand on regarde ce qui se passe pour les présidents sortants. Et au-delà de ça, je vous rappelle que les Américains, ils votent 2 fois. Ils votent pour une primaire à un tour. Alors certes, il y a 50 États, mais un électeur lambda, il n'habite pas dans 50 États en même temps. Donc il se déplace une fois pour un tour. C'est comme si c'était le premier tour de leur élection présidentielle. Et puis ensuite, il y a une élection présidentielle à un tour. Donc ils votent 2 fois, pas 4 fois, voire 6, puisqu'on voit maintenant des gens qui veulent voter aussi bien à la primaire de droite qu'à la primaire de gauche. Donc c'est juste l'État, c'est du renoncement. C'est parce que plus personne ne veut se battre ou ne s'estime en mesure de se battre contre le Front National. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a privatisé les présidentielles parce que le Front National congèle entre le tiers et le quart de l'électorat dans ce pays. Mais si on considère que le Front National n'a pas le droit d'être élu, dans ce cas-là, qu'on lui interdise de se présenter aux élections, ce serait ça, d'aller au bout de la logique aussi. Parce que sinon, il se trouve qu'il y a des électeurs dans ce pays qui votent pour le Front National. Oui, mais on peut vouloir l'ignorer, mais c'est quand même la réalité. Non, mais
c'est un peu facile de réduire ça uniquement à la question du Front National et de ne pas voir que dans nos pays, les partis ne fonctionnent plus. Que dans notre pays et dans d'autres pays, parce que les primaires, elles n'existent pas uniquement en France aujourd'hui, et elles n'existent pas d'ailleurs uniquement au niveau national. En Italie, avec un mode de scrutin totalement. On pourrait très bien imaginer, et vous le verrez d'ailleurs, que demain, pour choisir les présidents de région, par exemple, on instaure des primaires à l'échelle des régions. Vous verrez, c'est quelque chose qui va fonctionner. Pourquoi ? Alors là, si on veut réinventer la démocratie censitaire, pardon, mais vous qui représentez M. Hamon, on voit que même dans une primaire pour la présidentielle, il n'y a que des personnes âgées et favorisées qui vont voter. Alors si vous faites des primaires pour désigner les présidents de région, on autant retirer le droit de vote aux pauvres, parce que... C'est un peu caricatural. Non, c'est pas caricatural. Moi, je vous parle avant, mais vous savez, c'était quoi l'ancien système ? L'ancien système, si vous dites que les primaires, c'est censitaire, l'ancien système, il est ultra censitaire. Parce qu'avant, dans mon parti... Je suis pas d'accord avec vous. Mais je vais vous expliquer, et vous allez le comprendre. C'est qu'avant, dans mon parti, pour désigner le candidat à la présidentielle, il fallait payer 20 ou 50 euros. Il fallait être adhérent du Parti socialiste. Et quand c'était l'UMP, il fallait être adhérent de l'UMP, et donc il fallait payer 10, 15, 20 ou 30 euros pour pouvoir choisir le candidat qui était susceptible de rassembler la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Voilà, donc ça c'était ultra censitaire. Ce système ultra censitaire, il est tombé en désuétude. On ne peut plus aujourd'hui fonctionner de cette manière-là. C'est pas 50 000 militants à jour de cotisation qui peuvent donner de la légitimité à celui qui va représenter une famille politique et des millions de Français. Donc voilà, peut-être que vous pouvez regarder vers le passé avec de la nostalgie. Mais je ne regarde pas vers le passé. Nous parler du général de Gaulle, nous parler des institutions qui ont vieilli, mais aujourd'hui, il faut vivre dans son temps. Si j'ai une nostalgie, c'est pas pour le général de Gaulle, enfin, ou quoique, mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai une nostalgie pour le temps où les partis politiques fonctionnaient et avaient des idées produites. Je suis d'accord avec vous, ça ne marche plus comme ça. Et d'ailleurs, dans la primaire de la droite, vous l'avez vu, c'est-à-dire que vous êtes vous-même battu en brèche dans votre raisonnement par la primaire de la droite, puisque selon votre raisonnement, c'est le congrès des Républicains du parti qui aurait dû faire le programme. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans la primaire de la droite ? C'est le programme de François Fillon qui s'est imposé parce qu'il a reçu les millions de voix qui décident que c'est lui qui est le candidat de la droite aux prochaines élections présidentielles. Voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant. Olivia Grégoire, juste votre avis, alors que selon notre dernier sondage publié hier soir, François Hollande serait le plus mauvais, je ne sais pas comment on peut dire, le plus mauvais candidat à gauche, en tout cas pour nos sondés. Si on leur demande quel serait le meilleur candidat pour représenter la gauche, Emmanuel Macron arrive en tête, devant Manuel Valls, devant Jean-Luc Mélenchon, et loin derrière, on trouve François Hollande à 4%. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vais revenir 2 secondes parce que le débat est intéressant au plan des expertises politiques. Sans revenir sur votre expression à tous les deux, je pense quand même que globalement, autant on est avec des gens assez éclairés sur ce plateau, autant on est dans des bisbilles et des jeux de go et de tactique que les Français ne comprennent pas, ou les Français ne comprennent rien, et qui va sérieusement contribuer à exaspérer les Français dans les mois qui viennent. Voilà, parce que je pense que le spectacle de la primaire à droite s'est terminé plutôt correctement. Celui qui est en train de se préparer va être assez compliqué. Non, c'est pas qu'il commence mal, c'est sans revenir sur les propos de Jean-Sébastien, on peut pas faire fi non plus de la réalité et du contexte de notre pays, de la situation de défiance, de la rupture avec les élites et de la saturation démocratique d'un certain nombre, d'une partie de l'opinion en tout cas. Donc on fait comme si on continuait le même jeu, alors qu'en réalité le contexte a complètement changé. Pour revenir sur les sondages, c'est un peu le même sentiment. C'est assez génial, on passe une élection où vient de se faire proclamer victorieux quelqu'un qu'on ne voyait pas venir dans les sondages il y a encore 2 mois, et le soir même du jour où on nous dit les sondages sont morts et ça sert à rien, on fait encore plus de sondages. Alors moi je suis ravie pour les instituts parce que c'est bien de faire de la croissance économique pour les instituts. On ne sait pas les lire parce que le tableau qu'il faudrait montrer, c'est pas celui que vous avez montré, c'est pas sur celui. On s'en fiche de ce que pensent les Français sur quel serait le meilleur candidat de la gauche. Ce qui est intéressant, c'est de demander aux sympathisants PS. Oui, même si, ayant fait le même exercice il y a quelques mois à droite, ayant demandé aux sympathisants, on s'est trompé, globalement, les gens ont changé d'avis. Voilà, soit on s'est planté, soit les gens ont changé d'avis, mais enfin, il y a quelque chose qui vos perceptions. Donc pas du tout. Pour revenir sur les sondages, et je vais laisser les experts. Vous leur avez expliqué qu'il fallait voter. Olivia Grégoire qui conclut, et après on vous juste sur le sondage, et on va vous écouter précisément, parce que voilà, moi je ne veux pas donner mon point de vue sur l'analyse du sondage là. Ce que je pense, c'est que c'est prématuré et qu'effectivement la question de la cible, et on l'a vu notamment dans le duel Juppé-Fillon, est un sujet majeur en stratégie de com électorale. Et la cible aujourd'hui, est-ce que c'est à 2 mois de la primaire socialiste les Français ? Pour le coup, je te passe la parole, je ne suis pas sûre. Le vrai sujet de la cible, ce sont les sympathisants, voire les militants socialistes. Et les militants socialistes. Je pense que toute étude qui aujourd'hui pose la question à l'ensemble des Français
même si elle est potentiellement intéressante, ne se fixe pas sur une réalité. Si on prend les choses autrement, ce que montrent malgré tout les sondages, je maintiens que les sondages ont un intérêt. Il ne faut pas les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Ils ne peuvent pas deviner à votre place pour qui vous allez voter dans 6 mois quand vous-même, vous ne le savez pas encore. La primaire de la droite, on a vu qu'il y avait un tiers des gens qui avaient décidé dans les 48 dernières heures. Donc pourquoi est-ce que les sondages, 6 mois plus tôt, auraient deviné ce qui allait se passer dans le cerveau et auraient deviné ce qui serait passé dans la campagne entre-temps? Aucun sondeur, pardon Jean-Sébastien, ne nous a dit qu'un tiers de l'opinion n'avait pas pris sa décision. Malheureusement, on est obligé de conclure. Alexis Bachelet, juste un mot. François Hollande sera candidat, oui ou non, à la primaire? Moi, je pense depuis très longtemps que le président de la République sera candidat dans la primaire, qu'il en a accepté le principe et qu'il en acceptera les augures. Et ce que je veux dire, c'est que on nous inflige en permanence des sondages qui, soi-disant, indiqueraient des tendances. Et tous les sondages, ces derniers mois, que ce soit en France ou aux États-Unis, se sont trompés. Donc vous nous dites, attention, Benoît Hamon est là. Non, mais ce que je dis, c'est que tout est possible. Il faut avoir des propositions, défendre ses projets jusqu'au bout. Et les Français trancheront. Et ils peuvent changer d'avis, vous l'avez dit. Vous avez raison de ce point de vue. Ils peuvent changer d'avis la dernière semaine avant le vote. Donc, voyons et attendons cette primaire à la gauche qui peut réserver, elle aussi, son lot de surprises. Merci beaucoup à tous les trois. Restez sur LCI tout de suite, le journal de 16h.